de Singapour, de la Slovaquie, de l'Afrique du Sud, de l'Espagne, du Sri Lanka, de la Thaïlande, du Timor-Leste, de Turquie, de l'Ukraine, des Émirats arabes unis, du Vietnam et du Yémen à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. En vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, j'invite les intervenants suivants à participer à la présente séance. Monsieur Arsenio Dominguez, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, l'OMI, et Monsieur Nick Charles, chercheur aux forces navales et sécurité maritime à l'Institut international des études stratégiques, l'IISS. Il en est ainsi décidé. En vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, j'invite aussi les personnes suivantes à participer à la présente séance. Son Excellence M. Stavros Lambrinidis, chef de délégation de l'Union européenne auprès de l'Organisation des Nations Unies, et son Excellence M. Mohamed Fati Ahmed Edriss, observateur permanent de l'Union africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va entamer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. J'attire l'attention des membres du Conseil de sécurité sur le document portant la cote S par 2026/346, une lettre datée du 20 avril 2026 du représentant permanent du Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies, adressée au secrétaire général de l'organisation, faisant part d'un document de cadrage sur le sujet à l'examen. Je donne la parole au secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres. Monsieur le Président, Votre Excellence Abdulatif bin Rachid Al-Zayani, Excellence, je remercie la présidence bahreïnienne d'avoir organisé ce débat public à un moment où la sécurité des voies navigables mondiales constitue une véritable mise à l'épreuve de l'ordre international. Depuis des siècles, les routes maritimes sont les artères du commerce mondial. Elles servent à transporter les marchandises, de l'énergie et des idées d'un continent à l'autre, et à relier les sociétés, les économies et les cultures. Aujourd'hui, ces artères sont fragilisées. La piraterie, les vols à main armée en mer et les actes de terrorisme visant la navigation et les infrastructures marines critiques continuent de menacer la paix et la sécurité internationale. Les tensions géopolitiques débordent jusque dans les eaux. La marine marchande est utilisée comme un moyen de pression. Et les droits et libertés de navigation, qui sont des principes fondamentaux du droit de la mer pourtant, sont remis en cause. Monsieur le Président, aucun pays seul ne peut affronter ces problèmes. Les menaces qui pèsent sur la sûreté maritime touchent tous les ports, tous les littoraux, tous les pays, y compris les pays sans littoral. Et des réponses collectives doivent leur être apportées. Cependant, la guerre et l'aggravation des divisions ébranlent le système de sécurité collective. La confiance s'érode, le droit international est bafoué au vu et au su de tous, et les institutions mises en place pour maintenir la paix sont ébranlées jusque dans leur fondement. Monsieur le Président, depuis début mars, les perturbations des transports maritimes dans le détroit d'Ormuz ont des répercussions sur la sécurité énergétique, l'approvisionnement en denrées alimentaires et le commerce à l'échelle mondiale. Le détroit d'Ormuz est un des goulets d'étranglement maritime les plus stratégiques au monde. Environ 1/5 du commerce mondial de pétrole, 1/5 du gaz naturel liquéfié et 1/3 des engrais commercialisés à l'échelle internationale transitent par ce pont. Un passage sûr et sans entrave est un impératif économique et humanitaire. Le choc économique a été immédiat et le monde entier en paie le prix.
Les marchés de l'énergie et des produits de base sont extrêmement instables et les coûts des transports et des assurances flambent. Il s'agit de la pire perturbation de la chaîne d'approvisionnement depuis la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Ces pressions se traduisent par des réservoirs vides, par des rayons vides et des assiettes vides. Le bilan humanitaire ne cesse de s'alourdir. La hausse des coûts et les retards ralentissent l'acheminement de produits vitaux destinés à des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'attendre. De plus, cette crise coïncide avec des périodes cruciales pour les semis. Une perturbation prolongée risque de déclencher une crise alimentaire mondiale qui pousserait des millions de personnes vers la famine et la pauvreté, surtout en Afrique et en Asie du Sud. Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement sont les plus durement touchés parce qu'ils sont les plus dépendants des importations maritimes et les moins à même d'absorber un choc dont ils ne sont pourtant pas responsables. Monsieur le Président, derrière les chiffres du fret et la flambée des prix, il y a des personnes. Plus de 20 000 gens de mer sont aujourd'hui dans l'impossibilité de débarquer. Plus de 2000 navires de commerce sont pris au piège dans un enchevêtrement de risques et de restrictions à la navigation. Ces femmes et ces hommes ne sont partis à aucun conflit. Ce sont des civils, des travailleuses, des travailleurs qui assurent l'approvisionnement du monde entier. Leur sécurité, leur bien-être et leurs droits doivent être protégés à tout moment et dans toutes les eaux. J'invite instamment les États membres à soutenir le dispositif d'évacuation d'urgence élaboré par l'Organisation maritime internationale. Il s'agit d'un plan coordonné visant à garantir la sécurité des déplacements, l'assistance et la protection des équipages concernés dans le plein respect du droit international. Monsieur le Président, l'interdiction prévue par la Charte de recourir à la menace ou à l'emploi de la force s'applique pleinement en mer. L'exercice des droits et libertés de navigation doit être respecté, comme le prescrit la résolution 2817 du Conseil de sécurité. Ces principes doivent être appliqués dans leur intégralité et sans délai. Je demande aux parties concernées d'ouvrir le détroit d'Ormuz, de laisser passer les navires sans péage et sans discrimination. Laissez les échanges reprendre, laissez l'économie mondiale respirer. Monsieur le Président, en cette période, la retenue, le dialogue et le renforcement de la confiance sont de mise. La meilleure façon d'aller de l'avant est d'opter pour un règlement pacifique fondé sur les articles 33 et 34 du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Je me tiens prêt à proposer mes bons offices pour aider les États membres à trouver un terrain d'entente. Mes représentants spéciaux et envoyés spéciaux œuvrent en étroite collaboration avec leurs partenaires nationaux et régionaux afin de contribuer au règlement des différends. L'initiative de la mer Noire a montré que, même en période de conflit, une coopération concrète peut aboutir à la réouverture d'un couloir bloqué et assurer la circulation des navires et des produits essentiels. L'Organisation des Nations Unies peut contribuer à développer un effort similaire fondé sur le consentement en facilitant la concertation, la coordination et la mise en œuvre de modalités entre les parties. Dès lors que la volonté politique est présente, tout est possible. Président, les moments de crise sont des moments de choix. L'année dernière, lors du début public de ce Conseil sur la sécurité maritime, j'ai appelé à agir autour de 3 axes. La crise actuelle rend ces priorités plus urgentes que jamais. Premièrement, le respect du droit international. La Charte des Nations Unies et le droit de la mer ne valent que par l'engagement des États membres à les respecter. Sur mer comme sur terre, la force du droit doit toujours prévaloir sur le droit de la force. Deuxièmement, s'attaquer aux causes profondes, en investissant dans les communautés côtières, la gouvernance, le renforcement des capacités et la santé des océans. L'insécurité en mer commence sur terre ferme. Troisièmement, approfondir le dialogue et la coopération entre États, organisations régionales, industries maritimes, assureurs, exploitants portuaires et sociétés civiles. Pour renforcer notre compréhension de la situation maritime, pour protéger les gens de mer et les autres travailleurs maritimes et pour maintenir les voies navigables internationales ouvertes, sûres et conformes au droit. L'océan doit être un espace de paix et de coopération et non d'affrontement et de coercition. Le moment est venu de choisir et d'agir.
Et je vous remercie. Je remercie le secrétaire général de son exposé et je donne la parole à Monsieur Arsenio Dominguez. Thank you, Mr. President. Merci Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis les années 1980, l'OMI crée des normes obligatoires pour renforcer la sécurité maritime. Nos processus réglementaires évoluent en permanence pour s'adapter à toute menace et pour utiliser au mieux notre savoir-faire et notre expérience. Les conflits géopolitiques autour du détroit d'Ormuz ont un effet très néfaste sur les gens de mer et le commerce maritime, sur l'économie mondiale et les populations. Environ 20 000 gens de mer innocents et près de 2000 navires demeurent piégés dans le golfe Persique. Toute perturbation du commerce maritime représente une interférence pour la sécurité énergétique et alimentaire. Les principes de la liberté de navigation ne sont tout simplement pas négociables. Les navires doivent pouvoir se déplacer dans le monde entier sans entrave conformément aux dispositions du droit international. Et en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'UNCLOS, et dans le droit coutumier maritime international, les détroits ne peuvent pas être fermés par les États côtiers pour empêcher le commerce maritime. En outre, il n'y a pas de base juridique pour qu'un pays crée des moyens de paiement, de douane, ou toute autre condition discriminatoire près des détroits internationaux. Toute violation de ces pratiques bien établies et reconnues créerait un précédent très négatif et aurait des effets très néfastes sur l'intégrité et la stabilité des opérations de commerce maritime partout dans le monde. Depuis 1968, l'Organisation maritime internationale crée un programme de couloirs maritimes dans le détroit d'Ormuz. Ces couloirs maritimes sont conjointement gérés par l'Iran et Oman et permettent une navigation sûre depuis des décennies. Ce mécanisme obligatoire va dans le droit fil de la Convention internationale de l'OMI sur la sûreté de la vie en mer. Et les deux pays sont signataires de cette convention, une convention qui permet la sûreté des navires depuis 1974. Notre principale préoccupation demeure la sûreté, le bien-être des gens de mer innocents piégés dans la région à cause du conflit. Après la décision du Conseil de l'OMI, nous avons commencé la création d'un cadre d'évacuation d'urgence en utilisant un projet existant déjà pour permettre l'évacuation des navires et des gens de mer des zones de la zone de conflit lorsque ce sera sûr. La mise en œuvre technique et la mise au point tactique se fait avec les pays de la région, y compris avec l'Iran et avec le soutien de pays pertinents qui nous aident dans le cadre des négociations. Notre organisation est prête à mettre en œuvre ce cadre sans plus attendre, mais uniquement quand ce sera suffisamment sûr. Et à cet égard, j'appelle les États à honorer les principes de la liberté de navigation et à rejeter toute imposition de paiement, de droits de douane ou de mesures discriminatoires qui toucherait un détroit international et qui aurait un effet néfaste sur la liberté de navigation. En outre, j'appelle les États à soutenir le plan de l'OMI visant à faciliter l'évacuation des gens de mer au moment approprié, permettant aussi d'éliminer tout danger qui pourrait avoir des effets sur les navires qui traversent le détroit d'Ormuz, notamment des mines, à fournir une assistance civile technique pour opérationnaliser le cadre d'évacuation d'urgence et à garantir au secteur maritime un accès d'assurance des coûts raisonnables pour permettre la reprise des opérations normales dès que faire se peut. Et je voudrais réaffirmer que je me félicite de l'appui fourni par les États de la région qui ont permis d'acheminer des produits indispensables aux gens de mer dans le Golfe. Et je les redemande
de faciliter ces modalités dès que faire se peut. Les navires et les gens de mer ne peuvent jamais être utilisés comme des pions sur l'échiquier géopolitique. En outre, j'appelle à la désescalade pour garantir la sûreté des gens de mer, la liberté de navigation et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement partout dans le monde. Je vous remercie. I thank Mr. Dominicos. Je remercie M. Arsenio Dominguez de son exposé. I now give the floor to Mr. Nick Childs. Et je donne la parole à M. Nick Childs. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadrices, ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je remercie en particulier le Royaume du Bahreïn qui a convoqué ce débat public de haut niveau. Merci de m'avoir invité à m'y exprimer. Monsieur le Président, l'importance du commerce maritime pour l'économie mondiale n'a rien de nouveau dans le droit fil de ceci. Les menaces sur l'écosystème maritime existent aussi depuis des années. Cela étant dit, ces derniers jours, on s'est rendu compte que nous dépendons énormément des artères maritimes du commerce mondial. Une dépendance qui n'a jamais été plus grande et que les menaces pesant sur l'utilisation libre des mers deviennent plus complexes et difficiles. On nous rappelle que plus de 80% de tout le commerce mondial en termes de volume est rendu possible grâce à la mer. Le fait que la flotte de commerce international a doublé de volume ces 2 décennies prouve bien que nous sommes très dépendants du commerce mondial. Et les événements dans le détroit d'Ormuz et autour du détroit d'Ormuz ces dernières semaines ont souligné que les perturbations des grandes voies navigables mondiales peuvent produire des conséquences économiques néfastes qui ont des effets sur des milliards de personnes et qui n'épargnent aucune région ou aucun État membre. En outre, notre ère est de plus en plus dangereuse et instable tout à coup, et lors de cette ère, les tensions et les conflits sur Terre ont des effets ricochets sur le domaine maritime, certes, mais aussi, lors de cette ère, les menaces à la paix et à la stabilité internationale sont une réalité, et dès lors, de plus en plus souvent, les manifestations négatives sur le bien-être économique et la prospérité se font ressentir sur les mers. Le grand public de plus en plus conscience et plus en plus conscient de la fragilité du domaine maritime et de l'écosystème maritime. C'est une arme à double tranchant. En outre, on a mis en avant les déficits des capacités de la communauté internationale à réagir. Plus encore, il est nécessaire d'adopter une nouvelle approche. Il ne faut plus uniquement partager des informations, mais aussi mettre au point une analyse stratégique conjointe des traits et des implications des défis en présence. Le Conseil se concentre de plus en plus sur les risques pesant sur la sécurité maritime. Le Conseil a adopté des résolutions sur les perturbations récentes autour de la mer Rouge et sur la crise qui frappe le détroit d'Ormuz et ses voies navigables adjacentes. La communauté internationale a réagi face à ces différentes menaces ces dernières années, mais ces ripostes ont été sous-optimales. Un grand nombre d'instances de sécurité maritime et de parties prenantes maritimes, y compris l'industrie et le domaine commercial, ont mis au point des cadres coopératifs et des pratiques au fil des décennies, des années pour gérer un certain niveau de menaces. Mais l'ampleur et la complexité croissante des menaces prouvent bien qu'il existe un gouffre entre ce que l'on comprend et ce que l'on peut faire, et les derniers événements le prouvent d'ailleurs très bien. Il faut, et c'est de plus en plus évident, une conversation intégrée et une collaboration en profondeur quant au potentiel réaliste et quant aux limitations des moyens militaires coopératifs. Dans quel cadre, sous quels auspices, comment peut-on utiliser ces modalités pour protéger et assurer la sécurité des voies navigables? De quoi a besoin l'industrie maritime selon les circonstances, et y a-t-il une marge de manœuvre pour les mesures diplomatiques et politiques, comme en mer Noire par exemple, avec l'initiative de la mer Noire? Peut-être qu'il est possible d'adopter des mesures de protection, un renforcement des capacités, bien évidemment, ce sont des éléments indispensables, toute gestion et prévention des crises futures. Tout cela a été amplifié et a donné plus de force encore aux appels du Conseil de sécurité qui insiste sur une approche plus intégrée, complète et stratégique face aux menaces. Monsieur le Président, j'aimerais prouver que, à 3 égards, les menaces des voies navigables et l'ordre
en mer sont plus complexes. Tout d'abord, il y a la complexité accrue de l'économie maritime elle-même, avec le fait que le transport maritime international est de plus en plus en forme de mosaïque, ce qui est un problème pour la réglementation internationale. En outre, ce n'est pas qu'une question de commerce maritime, de voies maritimes et de goulets d'étranglement maritime. Il y a aussi le fait qu'on est de plus en plus conscient de la connectivité et de l'importance des infrastructures et des infrastructures critiques maritimes et sous-marines, avec les câbles et les oléoducs et gazoducs. Et au-delà de cela, il faut aussi protéger les infrastructures fixes et les ressources de façon plus générale. Au-delà des ports, il y a aussi question des installations énergétiques offshore et du déplacement de plus en plus d'activités économiques en mer, avec la pêche bien sûr, mais aussi les ressources issues du fond marin et de la protection de l'environnement marin. Ces éléments fixes de l'économie maritime exigent des garanties, des protections distinctes de la protection des navires et des voies navigables. Dans certains cas, il est question de parties prenantes qui par le passé n'étaient pas forcément impliquées dans le domaine maritime. Ensuite, il y a la complexité des menaces pesant sur la sécurité et la sûreté, qui outrepasse désormais le cadre de la criminalité organisée. Il y a tout un éventail de capacités néfastes, sophistiquées ou non, avec des missiles et différents types de véhicules sans pilote, une flotte qui prolifère entre les mains de plusieurs acteurs, ce qui représente une nouvelle menace asymétrique et représente des coûts et des risques pour les personnes qui cherchent à maintenir l'ouverture des voies navigables. S'agissant des autres menaces émergentes, il y a le risque que représentent les cybervulnérabilités, qui sont clairement à la hausse pour un écosystème maritime qui dépend de plus en plus de l'automatisation. Il y a aussi l'arsenalisation des données maritimes, alors que ce n'était pas l'objectif, grâce à des manipulations et même grâce à la sélection de cibles. Autre préoccupation. C'est un paradoxe, mais l'utilisation des données, rendue possible par une analyse rendue possible à son tour par l'IA, et aidée par une surveillance satellitaire, pourrait être un avantage asymétrique pour nos approches stratégiques qui permettraient aussi de détecter très tôt les menaces émergentes. Et à cet égard, il sera nécessaire de préserver la sécurité maritime future et la sécurité mondiale de façon plus générale. Et à cet égard, le défi désormais s'étend des fonds marins à l'espace extra-atmosphérique. En outre, les événements récents, troisièmement, ont prouvé que les voies navigables étaient critiques et que c'était un goulet